Salut tout le monde. Aujourd'hui, épisode 5 du Life Mastery Podcast saison 2. Sincèrement, si vous êtes en affaires, que ce soit au stade de démarrage, de croissance, peu importe vous en êtes où, on a un partage, Guillaume et moi, d'expertise par rapport à l'entrepreneuriat pur et dur dans lequel on vous montre, step by step, les phases par lesquelles on devrait passer si on recommençait à zéro un projet de business. Imaginez pouvoir bénéficier de toutes les erreurs qu'on ne referait pas, toutes les étapes vraiment claires pour réussir à générer des profits super intéressants, avoir des belles marges puis une business qui va vous permettre d'être libre et non pas prisonnier de vos affaires. Alors sur ce, on vous souhaite un super bon épisode et surtout n'oubliez pas de parler du podcast, partager, c'est ce qui fait la différence. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas et sur ce, bon épisode. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait à repartir de zéro une entreprise, qui, by the way, j'ai fait plusieurs fois. Puis Manu, toi, as-tu fait ça plusieurs fois, repartir? C'est pas de tes calices d'affaires. OK, parfait. Donc, je vais faire le podcast aujourd'hui parce que Manu n'est pas disponible. Il est là physiquement, mais il n'est pas disponible mentalement, émotionnellement. Bref, fait que je vais faire le podcast. Puis en fait, il risque de m'interrompre et faire des jokes et nuire, dans le fond, à la qualité du podcast, à la sagesse. Il va upgrader la qualité pour ceux qui aiment bien rire de ses niaiseries. Mais sinon... Je pense que ça a malheureusement le défaut de faire mal, mais le mérite d'être honnête. c'est ça. Donc, oui. OK. Maintenant, je vais introduire notre sujet du jour, qui est en fait, si on avait à recommencer de zéro, comment on le ferait, puis qu'est-ce qu'on ferait étape par étape. Et tout ça, on va le faire à travers ce que j'appelle les stades de croissance. Fait qu'on va déployer ça, les stades de croissance, un après l'autre. Je vais le déployer. Non, mais j'ai hâte, genre, littéralement, de t'entendre parce que, tu sais, tout le monde starte une business de manière différente. Tu sais, à Ouais. moins que tu aies étudié dans le même programme scolaire, en admin, whatever, puis Ouais. tu as appris de la même personne. Mais sinon, tout le monde qui se part en affaires un peu font ça chacun à leur sauce. Tu sais, fait que j'ai hâte Ouais. d'entendre ta manière si tu avais recommencé parce que moi Ouais. aussi, la façon que je l'ai faite, je recommencerai pas du tout de la même manière. Là. Eh boy, moi non plus. Mais la première fois que je suis parti, je le referais pas exactement pareil. Quoi? Non, c'est vrai, ce serait sensiblement... Non, c'est pas vrai ce que je dis. Moi, dans le fond, ça ressemblerait. Peux-tu arrêter de mentir à notre audience? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est... La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pensé aux 93 échecs de mauvais départ. Mhm. Que tous eux autres, c'est sûr que je ferais pas la même chose parce que clairement, c'était pas la bonne... Tu sais, je cherchais des raccourcis, je cherchais une façon de réussir à faire de l'argent plus rapidement. Je courais après la liberté sans me maîtriser moi-même. Fait que dans le fond, je courais après quelque chose qui n'existait pas pour moi, qui n'était pas accessible. Fait que ce qui fait que ça a tout floppé très rapidement. L'avantage, c'est que je savais rapidement que ça marcherait pas. Puis je sautais d'une affaire à l'autre. Mais après ça, la première victoire que j'ai eue, dans le fond, celle-là, je referais les choses sensiblement pareilles. OK, fait que c'est quoi le first step? T'es en 2024, t'as, je sais pas, 20 ans, 21, 25, peu Je importe. me fais un logo. Ah mon Dieu. Non, non. C'est pas vrai. Donc, le classique, c'est sûr que fuck le logo, fuck la carte d'affaires, fuck tout ça, en fait. OK, on salue les gens de Canva à ce moment qui pleurent chez eux. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais, non, pas du tout. Ils ont des utilisateurs en masse. Je suis sûr que j'ai pas fait mal à Canva. Je les aime, Canva. Ben, on les aime. On dirait une pub, là. Je veux dire, on OK. va arrêter de parler de Canva. C'est un Canva.com. podcast. Ouais, c'est ça. on a le même mauvais humour. Tu sais, quand tu sais que deux personnes sont bad, mais à la même équivalence. Ouais, OK. c'est ça. Fait que c'est quoi tu fais si tu Et fais pas voilà. ton- Donc, première des choses que je fais, c'est un prototype. OK? Peu importe que ce soit un service ou un produit, c'est sûr que c'est un prototype sur papier, là, dans le sens où c'est de décliner l'idée suffisamment pour qu'elle soit possible d'être expliquée à quelqu'un d'autre, puis que la personne puisse dire hey, ça m'intéresse, cette vision-là, donc ce prototype. Ça m'intéresse, je serais prêt à donner de l'argent pour ça, ou même je suis prêt à te payer maintenant, puis quand ce sera prêt, tu me le livreras. Ça ressemble-tu à ce que tu ferais? Oui, parce qu'il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on ne teste pas nos idées. Et justement, l'erreur que les gens font, par exemple, c'est de juste se dire « OK, fine, moi, ça me parle, mais ça ne veut pas dire que ça te parle, ça va parler à tout le monde. » Puis en ce moment, pour ceux qui nous écoutent juste en version audio, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on est commandité par quelqu'un qui fait du deadlift dans le gym à côté. On l'entend très fort en studio, donc on va faire notre maximum pour rester focus. Je suis sûr qu'il est en train de faire son PR, son personal record en ce moment, comme à tous les vendredis, malheureusement pour nous. Ouais. Donc, prototype,
Donc, ce qui est intéressant avec ça, là, c'est que tu n'as rien à créer, tu n'as rien à investir, tu n'as rien à attendre. Tu peux littéralement sur papier ou dans une présentation. Chez Canva.com, qui est notre commanditaire du show, je viens de faire une présentation où tu présentes ton prototype ou ton service ou whatever. Puis là, tu t'en vas trouver des acheteurs. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai compris avec le temps, qui a vraiment changé ma vision d'entrepreneuriat, c'est que tu vendes, peu importe ce que tu vends une idée avec des bénéfices. Donc, pour un client. Fait que ce qui veut dire que tu n'as pas tant besoin d'avoir le fameux produit ou le fameux service pour être capable de vendre l'idée. Fait que si tu n'es pas capable de vendre l'idée à des gens qui sont prêts à payer maintenant, puis accepter un délai de production, on va dire ça comme ça, ou un délai de création, ça veut dire que ton idée n'est pas bonne. C'est exactement le principe de Kickstarter, par exemple. Ouais. Tu connais ça? Oui. Je connais La Ruche Québec aussi. Ben oui. Mais c'est vrai, tu lances l'idée, tu la finances en même temps que tu la crées grâce à l'argent des gens qui savent que quand le produit va être prêt ou le service, ils vont embarquer là-dedans. Ouais. La seule différence, mettons, que je dirais, c'est que, tu sais, mettons le modèle Kickstarter ou La Ruche ou whatever, la plateforme, c'est qu'il faut quand même que ton produit soit beaucoup plus détaillé ou que tu y aies réfléchi beaucoup plus pour être capable de le vendre à des gens qui ne te connaissent pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si tu veux partir une offre qui coûte 1000 2000 ou que tu veux partir un produit que tu sais que tu es capable de sourcer à l'extérieur, slapper ton logo ou ton brand dessus, puis le revendre, tu peux faire ça dans ton réseau à toi assez rapidement. Puis, crime, quand tu as 10 commandes, c'est déjà un signe très positif que là, il faut que tu te mettes à travailler puis à développer ton processus. Sais-tu quoi? Des fois, là, la solution, c'est même pas de faire ta business toi-même, c'est juste d'étudier le marché puis de voir est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ça ou qui est proche de faire ça. Ouais. Puis je vais te donner un exemple super simple, l'affiliation. J'ai déjà été affilié pour un programme de coaching et en une semaine, j'avais fait 45 000 de commission en disant au groupe de personnes B, allez voir le programme A, ça devrait vous aider. Et finalement, juste en faisant le pont, en permettant aux gens de découvrir quelque chose, eux autres, ils ont été bien servis parce qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils ont acheté. La personne à qui j'ai amené des clients était extrêmement heureuse. Puis moi-même, j'étais heureux parce que j'ai servi des gens et j'ai fait une commission super intéressante sans devoir travailler. Fait que des fois, même si on a une bonne idée, ben, c'est important de valider si elle existe déjà sur le marché en ce moment, puis comment elle existe, où elle existe, qui l'a fait, de quelle manière ils la font. Parce que juste tout le nécessaire, tout le travail à faire pour partir un brand, partir un produit, partir un service de A à Z, là, c'est énorme. Fait que des fois, on peut à la limite financer notre deuxième idée de business en acceptant qu'on va finalement juste référer des gens à business A. Puis après ça, on a plus de lustre pour partir notre idée. Oui, mais le point commun, c'est que peu importe l'opportunité qu'on choisit, le point commun, c'est que c'est d'arriver à vendre une idée à quelqu'un qui est la clé. Même si l'idée, c'est pas la tienne, ou même si l'idée, que c'est d'envoyer vers quelqu'un d'autre, ou que c'est un produit qui existe déjà, ou peu importe c'est quoi l'opportunité ou l'idée que tu vends, le point, c'est que la première étape de tout, c'est d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un. Donc, est-ce que tu dirais que la skills numéro 1 pour pouvoir se dire entrepreneur et avoir du succès en affaires, c'est de la capacité de vendre? 100 000 100 000 c'est beaucoup de pourcents, ça, Guillaume. C'est beaucoup de pourcents. Mais en fait, c'est le skills numéro 1, puis c'est aussi l'étape numéro 1. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, mettons, moi, je vais te donner un autre exemple qui va enrichir la conversation puis qui va faire du pouce sur ce que tu as dit. À un moment donné, moi, j'ai décidé que je faisais des CRM puis des automatisations courriels puis tout ça. Puis j'avais décidé d'utiliser une plateforme qui, elle, avait une plateforme reseller. Donc, tu peux avoir un white label. Ça veut dire que tu as accès, dans le fond, tu peux mettre ton logo au lieu du leur puis revendre ça. Puis tu peux, si tu veux, joindre des services avec ça pour vendre plus cher. Fait que moi, j'avais décidé que je voulais faire ça, puis j'avais une agence qui me référait des leads pour ça. Et j'avais jamais fait ça de ma vie. Jamais, jamais. Mais j'avais lu le site web, tu sais, puis j'avais été voir comment tu peux devenir reseller. Puis là, il y avait toutes les instructions. J'avais été dans le help desk. Puis j'avais regardé toutes les questions. Puis ça, puis j'avais fait quand même, c'est assez facile à faire. J'avais fait des screenshots de ce que ça donnait, tu sais, comment qu'on le faisait. Puis j'avais pris tous les features et les benefits que le site web me fournissait. Puis ben, j'ai mis ça dans une soumission à ma façon, avec mon logo. Puis j'ai vendu mon premier, ça à 6500 $. Et j'ai vendu juste l'idée de tout ce que ça allait faire, mais j'ai pris
l'idée qu'eux autres, ils vendaient. Je l'ai remis en français, puis je l'ai vendu, cette idée-là, à mon client. Et crois-moi, quand j'ai eu le chèque de 6500$, j'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver à livrer le truc, tu sais. Puis j'ai réussi, puis après ça, lui, il m'a référé à d'autres. Puis bref, j'ai eu comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je les ai vendus hier, by the way, mais j'avais 20 quelques comptes resellers comme ça, de CRM puis d'automatisation. Mais, tu sais, quand tu y penses, c'est quand même une belle business qui avait un potentiel de revenu qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. Mais je n'ai rien produit avant de le vendre. Mhm. Je n'ai même pas créé l'opportunité. Elle existait déjà, puis je l'ai vendue à quelqu'un. C'est un peu comme des gens qui vont prendre des promesses d'achat Ouais. puis qui vont les revendre à profit. Que j'aimerais beaucoup être capable de faire ça. Ouais, on salue nos amis qui sont dans le domaine. Ouais. Fait que, si tu parles de vente, Ouais. est-ce que tu penses que tout le monde... Parce que justement, j'avais un coaching hier, j'ai aidé quelqu'un à devenir meilleur en vente. Est-ce que tu penses que c'est inné? Est-ce que tu penses qu'on peut l'apprendre? Est-ce que tu penses que certains élus vont avoir cette skills-là? Ouais. Puis même l'entrepreneuriat en général, tu sais, penses-tu que tu peux devenir un entrepreneur ou tu nais un peu entrepreneur? Ben, moi, je pense qu'on peut le devenir parce que moi, j'en suis un exemple. Tu sais, moi, on m'a pas appris. Dans le fond, mes parents m'ont pas élevé comme entrepreneur, mais loin de là. Toi non plus, d'ailleurs. Mes parents m'ont pas élevé. Guillaume, tu m'amènes vraiment là aujourd'hui? Hey, juste. Non, je peux pas dire ça. je... je peux pas continuer dans cette direction-là. J'ai trop de respect pour ta mère. C'est ça? Hey! Pour Coupé! les mamans. Pour les Ouais. mamans. OK, ça OK. marche. On cible personne. Non, c'est ça. Mais, ben, d'ailleurs, on a eu dans la NMF Danny Vachon, Ouais? un ex-dragon, qui, lui, ça m'a frappé. Ça faisait 5 minutes qu'il parlait, puis j'ai fait OK, lui, il est né dedans, là. Genre, il est Oui. né comme Obélix, là. Il Ouais. est tombé dedans. Son là, père je est sais pas, inventeur, puis c'est ça. multi-entrepreneur. Genre, tu dis qu'il y avait comme 93 brevets? 250. 250 brevets. Son père, il nous l'a dit à plein de reprises, mon père m'a appris à réfléchir comme un entrepreneur, à voir les opportunités, etc. Puis j'étais comme, mais il est bien chanceux, lui. Mm. Bref, moi, ma famille était fonctionnaire, les deux bords. Bref, c'était la ville, les hôpitaux, puis il n'y avait pas cette logique-là. Donc, je l'ai appris à devenir entrepreneur. Puis c'est sûr que ça a fait que c'est des années d'apprentissage, d'efforts, etc., que j'ai eu à vivre, qui a fait que ça a été plus tough, là, je pense. Là. Mais ce sera pérenne, espérons-le. Puis la vente, ben, pour répondre à ta question, c'est que je pense qu'il y a différents styles. Tu es d'accord avec ça? Différents styles. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde peut l'apprendre, mais il y a différents styles. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas un excellent closer, tout le monde ne sera pas un excellent représentant très charismatique qui est magnétique dans les événements. Négociateur. Tu sais, fait que, tu sais, il y a comme différents styles, mais tout le monde peut avoir son style de vendeur. Ben, en fait, c'est quoi? Je pense qu'une des plus grosses limites de toute acquisition de compétences, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la vente, c'est de penser qu'on ne sait pas certaines choses et que ça nous empêche d'être bon, alors que des fois, on a juste à double down sur les bases. Puis je vais te donner un exemple dans le coaching en vente que je faisais pour aider cette dame qui close pour une compagnie. Puis c'est sa boss qui l'a envoyé avec moi pour apprendre. C'est littéralement son rôle de closer. Là. Ouais. C'est une closeuse. C'est ça. Donc là, elle me disait, il y a certains de nos produits et services qu'on a à vendre que je sais pas, on dirait, je sais pas assez tous les détails pour être capable de bien le vendre. Puis j'y ai dit, c'est une limite que tu as de penser que tu as besoin de savoir chacun de ces détails-là parce que si tu sais les détails, tu essaies de vendre des détails, mais c'est pas les détails qui font vendre. Donc là, j'ai dit, est-ce que tu as un véhicule? Comme, ben oui. J'ai dit, est-ce que si je le démonte pièce par pièce, tu es capable de le remonter? Ce que je sais que tu sais pas faire pantoute. Ben, je sais même pas ouvrir la porte. Fait que là, elle me dit évidemment non. Je dis, OK, fait carburateur, tout ça, tu sais, là, j'invente des mots en ce moment. Comme tu sais, je suis pas mécanicien. Fait que, elle dit non, je sais pas du tout. J'ai dit, mais pourtant, tu sais que le véhicule t'amène du point A au point B et tu fais confiance en le fait que le mécanisme à l'interne, tout ce qui se passe, fait en sorte que tu vas arriver à destination. J'ai dit, c'est la même affaire avec ce que tu vends, même si tu sais pas exactement chaque feature du comment, les détails, la technique, tout ça. Si tu sais que ça a apporté des résultats à X nombre de personnes, c'est ça qui compte. Puis souvent, à la limite, de vouloir perdre quelqu'un au bout du fil dans les détails d'un produit, d'un service, c'est ça qui va faire en sorte que la personne a trop d'informations dans sa tête ensuite pour être capable de prendre une décision éclairée parce que là, elle paralyse un peu parce qu'elle a trop d'éléments à analyser.
Fait que dans le fond, est-ce que tu es d'accord que à cette première étape-là, donc du premier stade de croissance qui est capable de vendre, faut que tu apprennes à vendre une idée, puis à être capable de, entre guillemets, persuader ou à faire en sorte qu'une personne se persuade elle-même d'acheter sans avoir à répondre à 100% de ses questions, mais d'avoir le leadership à un moment donné de dire est-ce que tu veux tel résultat, est-ce que tu veux tel bénéfice? Oui, parfait. Ça va y arriver. Étape numéro 1, avoir une confiance absolue en le fait que ce que tu vends, ça marche. Tu vends un char, ça marche. Tu vends un programme, ça marche. Tu vends du fitness, ça marche. Tu vends des suppléments, ça marche. Si tu as un doute dans le fait que ça marche vraiment, puis que la personne en face de toi, tu as le moindre pourcentage de ton âme qui te dit je sais pas si je vais vraiment pouvoir t'aider, tu viens de saboter la vente, c'est sûr et certain. Puis au final, tu viens de pas servir ta compagnie parce que tu veux pas vendre à des gens que tu peux pas aider. C'est ça qui fait que tu as des mauvais témoignages, c'est ça qui fait que tu n'as pas des bons reviews. Ouais. Tandis que si tu sais, tu sais, Alex Hormozy disait la confiance vient d'avoir an undeniable stack of proof that you are who you say you are. Ouais. Tu as encore et encore et encore une accumulation de preuves que ce que tu dis, c'est vrai. Si tu me disais, Guillaume, Manu, je suis pas sûr que tu es vraiment bon au basket, j'ai des dizaines de milliers d'heures de moi en train de jouer au basket qui prouvent le contraire. Fait qu'il n'y a aucune chance que j'aie un doute à l'interne. Fait que si j'ai à te vendre l'idée, comme tu dis, que je suis bon au basket, c'est pas difficile, il n'y a aucun doute. Et à la seconde où je sens qu'il y a une résistance puis que je vais perdre mon temps, justement, parce que j'ai tellement confiance, je suis tellement convaincu, puis que de l'autre bord, ça ne résonne pas pantoute, bien aussi, il faut apprendre à lâcher prise en vente, je crois. Parce que combien de fois ça arrive qu'on va finir, par exemple, par perdre confiance en le fait qu'on est un bon vendeur ou que ça marche notre business, mais dans le fond, on est juste en train d'essayer de vendre quelque chose de la mauvaise catégorie de personnes. Ouais. Tu sais, le meilleur vendeur au monde qui essaye d'aller vendre des patins à glace dans le désert, ça se peut qu'il y ait un curieux feeling qu'il n'est pas un si bon vendeur que ça à la fin de l'année. Tu sais. Il n'y aura pas la conviction. C'est ça. Je pense que c'est Hormozy aussi que je l'ai entendu, que la vente, c'est un transfert de conviction. Ça, je trouve ça vraiment. C'est tellement simple comme explication, puis c'est exactement ça. Si tu n'as pas la conviction que ça va marcher, que ça va donner des résultats, ben, tu peux pas transférer cette conviction-là à une autre personne parce que tu vas essayer de mentir, puis tu ne seras pas capable de faire ça. Mais là, j'ai goût de te demander, OK, mais là, si je commence, parce que là, on est à l'étape de si je recommençais, puis que là, c'est ma première étape, c'est d'apprendre à vendre une idée à quelqu'un pour qu'il puisse acheter. Puis après ça, il faut que j'aille faire mon fameux produit-service. Qu'est-ce que je fais? Si je commence, probablement que j'ai pas confiance, j'ai pas de preuves, j'ai pas de conviction. C'est pour ça qu'il y a une période ingrate dans laquelle ça dépend si tu es solopreneur, si tu as une vision d'une plus grande entreprise, ça dépend si la valeur du produit ou service est reliée à tes compétences ou tes connaissances. Ouais. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Si, mettons, je me lance une business comme massothérapeute, il faut que j'aie confiance en le fait que je suis vraiment capable de décoincer un asiatique, je suis vraiment capable d'aider quelqu'un avec une, peu importe, problématique. Tandis que si ma business, disons, c'est j'ouvre un spa ou j'ouvre une agence de voyage, ben tu sais, moi, je suis pas genre, je manque de confiance en moi, donc le Mexique, c'est moins intéressant cette année. Tu sais, c'est pas relié. Ouais. Puis souvent, dans les entreprises de services, surtout en ligne, parce que tout le monde se part en affaires en une fraction de seconde, les gens associent énormément leur valeur personnelle, leur estime, leur confiance à la qualité du produit ou du service. Fait que si tu veux avoir plus confiance, tu n'es pas obligé de travailler sur ta confiance en toi. Juste assure-toi d'avoir fait assez souvent la preuve. Puis oui, quand tu démarres, tu ne l'as pas nécessairement comme tu dis. Et en fait, je vais te raconter mon histoire personnelle. T'es-tu prêt pour une petite tranche de vie, mon homme? Il fut un temps. Je pensais que j'avais tout ça déjà. Ah non, Guillaume, assis-toi, moi te raconter mon histoire. Ça va-tu être long? Oh, tabac, si c'est lourd. OK, je divorce, Guillaume. Donc, j'avais 14 ans, OK? Ouais. Et ça faisait déjà 8 ans que je jouais au basket. Donc, je pensais que ça faisait déjà 8 ans que j'étais en affaires. Ça faisait 8 ans que j'étais en affaires. J'étais rendu qu'une multinationale, j'ai vendu. Donc, j'ai 14 ans, ça fait 8 ans que je joue au basket. Ouais. Mais à 14 ans, je suis un joueur de basket de 14 ans. Je suis pas un gars de la NBA, là, tu sais. Fait qu'évidemment, j'ai acquis au fil des années des compétences dans ce sport-là, mais pas assez pour, me permettre de dire je suis meilleur au basket de la ville puis tout ça. Alors, quand j'ai vu l'opportunité de coacher des jeunes, j'étais un jeune, mais je pouvais coacher des plus jeunes parce qu'à 14 ans, j'étais en secondaire 3, puis j'avais la chance de coacher une équipe du primaire de 5e et 6e année.
Fait que c'est des gens qui ont souvent jamais joué au basket, qui commencent. Fait que, il faut que tu leur apprennes littéralement les règlements du basket, comment dribbler, comment faire une passe. Et je n'avais pas le syndrome de l'imposteur ou le sentiment que je ne peux pas ou je ne devrais pas être là où je suis qui, moi, pour prétendre à... Parce que je savais que j'aidais des gens qui n'étaient pas encore où est-ce que je suis rendu. Tu avais un chapitre en avance. J'avais un chapitre en avance, exactement. Et l'erreur que je vois des gens faire quand ils se lancent en affaires, c'est que, tu sais, justement, la personne là, qui se lance, puis c'est la première fois, mettons, qu'elle va faire du... elle se lance comme designer d'intérieur. Coaching pour entrepreneurs, mettons. Mettons coaching, ben le coaching pour entrepreneur, idéalement, tu es entrepreneur depuis un bout, là, on va se laquer ça, mais mettons design d'intérieur ou design de mode, design de je sais pas moi, design d'intérieur. Si tu le sais que tu es capable d'aider certaines personnes, qu'en ce moment, c'est le bordel chez eux, qui n'ont aucune notion de rien, commence par aider ces gens-là, mais va pas dans un réseautage à l'Orchestre de Montréal essayer d'aborder le monde pour des contrats de 100 000 pour refaire la maison de A à Z. T'es pas encore là. Puis c'est sûr que tu vas douter de toi si tu offres tes produits et tes services à une gamme de personnes qui sont un chapitre d'avance sur toi. Ouais. Fait que quand tu commences, accepte que si ton produit ou ton service est en lien direct avec ta compétence propre, accepte que tu ne peux pas aider tout le monde. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand j'ai commencé à faire du coaching de vie, j'avais 18 ans. Je commençais à peine moi-même la vie. Mais j'étais un chapitre d'avance sur certaines personnes. Pourquoi? Parce que ça faisait au-dessus d'un an, déjà à 18 ans, que j'avais lu pendant cette année-là complète 50 livres de développement personnel sur le comportement humain, sur la psychologie humaine, sur les patterns, sur les habitudes, sur tout ce que tu peux imaginer. Alors, j'étais en mesure d'aider certaines personnes et surtout, au niveau de la promesse que je faisais, j'allais pas dire à quelqu'un « Je te jure, je vais changer ta vie. Je te jure, ça va t'aider. Tu vas Tu sais, j'étais comme... Il y avait beaucoup d'humilité dans le processus. Fait que je disais « Regarde, ça fait un an que je fais ça. J'ai lu telle affaire. Ça m'a permis d'apprendre telle chose. Si jamais, d'une manière ou d'une autre, je peux t'apporter du positif, je vais pouvoir me dire mission accomplie. Ouais. » Fait que ça enlève beaucoup de la pression de... Tu sais, on commence... Tu sais, j'ai eu une première conférence, j'ai eu un premier client. Toi aussi, tu as eu une première vente de CRM, tout ça. Fait que c'est d'accepter, je crois, mais malheureusement avec les réseaux sociaux, le monde voit juste les business qui sont à un stade de ça fait déjà longtemps qu'ils font ça ou ça marche déjà bien. Et dans le fond, souvent, si les personnes ont le syndrome d'imposteur, c'est peut-être parce qu'ils sont imposteurs aussi. Ça, là, redis ça pour tous ceux à l'écoute qui ont besoin de l'entendre, s'il vous plaît. Souvent, si tu ressens le syndrome d'imposteur, c'est peut-être parce que tu es imposteur. Exactement. Moi, si je fais le parallèle avec ton histoire qui est vraiment intéressante de un chapitre en avance, puis je l'ai souvent raconté aussi. Moi, ma première victoire, ça a été d'aider des chiropraticiens en marketing et en vente. Et moi, dans le fond, le background que j'avais, c'était que j'avais fait du marketing dans une usine pour leurs ressources humaines, donc du marketing RH. Et après ça, j'avais travaillé dans les banques en vente. Et à travers ça, j'avais appris beaucoup sur le marketing en ligne. J'avais lancé des projets tout ça, qui n'avaient pas vraiment fonctionné, mais je savais comment faire plein d'affaires. Et moi, je me suis retourné vers les chiro, puis j'ai dit, ben écoutez, je vais vous transférer mon background en marketing et en vente pour vous qui n'en avez pas à l'université de cours vraiment de marketing et de vente. C'était comme optionnel, puis c'était rien, là. Il y avait à peu près rien. Donc, j'ai jamais dit au début... Je vais vous apprendre à être chiropraticien. Là. Non, je vais vous apprendre ce que moi j'ai, que vous n'avez pas, je vais vous le transférer. Puis rapidement, moi, j'ai eu un chiro qui s'est joint à moi. Puis là, ma blonde est chiro aussi. Fait que bref, je suis devenu vraiment meilleur à parler à des chiropraticiens au point où on m'appelait docteur Bareil régulièrement parce que les gens pensaient que j'étais chiropraticien parce que je parlais comme un chiropraticien. J'avais la même mission qu'eux autres. Mais c'était intéressant de voir qu'au début, j'étais un banquier qui apprenait les ventes et le marketing à des chiros. Mais éventuellement, ça allait évoluer. Puis là, des chiros m'ont présenté d'autres entrepreneurs et tout. Puis finalement, je travaillais avec d'autres. Puis ça, là, c'est un super bon exemple du fait d'accepter que même si on connaît juste en ce moment notre point A et notre point B, on n'a pas à paralyser parce qu'on ne connaît pas notre point F. Puis il y a combien de monde qui veulent se lancer en affaires ou qui sont dans leur première année puis qui paralysent en quelque sorte parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas c'est quoi le moyen ultime d'avoir le bon sales funnel, le moyen ultime de faire des ventes automatisées, le moyen ultime d'expandre leur réseau, le meilleur moyen de rejoindre tout le monde sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe.
il faut accepter qu'il y a un processus. Puis encore là, tu sais, ça fait 15 ans finalement que je suis en affaires. Même en affaires, toi aussi, ça fait des années. Puis on apprend constamment. Tu sais, on a eu cette semaine la chance d'avoir un expert dans notre groupe qui est venu parler à nos clients. Et nos clients ont appris, mais on a appris aussi. Ouais. Puis c'est en continu comme ça, puis ces idées-là font du pouce, amènent à la prochaine opportunité, qui amènent aux prochaines erreurs, qui amènent aux prochains échecs, les prochaines leçons, puis c'est never ending. Ah ouais, après cet appel-là, on a passé l'après-midi ensemble, puis on a passé l'après-midi à faire du pouce sur les idées puis de grandeur, puis les choses qui nous avaient frappé pendant l'appel, tu sais. Fait que, définitivement. Fait que ça, c'est notre première étape. C'est vendre une idée à quelqu'un qui est prêt à acheter. On est d'accord? Oui. La deuxième étape que moi, je vois, c'est OK, maintenant que tu as vendu plusieurs idées, ben dans le fond, une idée ou plusieurs idées à plusieurs personnes, là, normalement, tu es supposé d'avoir ce qu'on appelle un début de business. Fait que là, souvent, ben, c'est là que là, tu vas peut-être être autour de 30 000 puis là, il faut que tu commences à déclarer tes taxes, là, tu sais. Fait que je donne un peu cet exemple-là pour comprendre que là, tu n'as pas vendu juste une fois, tu as vendu plusieurs fois, puis là, tu t'es démerdé pour livrer le service, le coaching, le produit, le whatever. Puis là, tu es comme, OK, on a quelque chose, là. Tu sais, je pense que j'ai une petite business, tu sais, on peut appeler ça de même. Et là, maintenant, c'est de dire, OK, ce que j'ai fait pour vendre, ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, ce qui a résonné avec les gens, les bénéfices qui ont fait du sens. Quand j'ai livré mon produit et mon service, ça a matché avec la personne puis ça lui a donné tel résultat. OK, maintenant, je prends tout ça, puis là, il faut que je fasse du marketing. Fait que ça, moi, ce serait ma deuxième étape. Je te dirais oui, puis effectivement, les deux. Je serais même prêt à dire d'accord. Ouais. Tu peux pas mettre un mais, là, parce que c'est ça la prochaine OK, étape. je vais dire et. OK. Ceci dit, c'est important que les gens qui vendent, justement, prennent conscience qu'éventuellement, il va falloir livrer la marchandise. Hein? Je te le dis. Mais l'erreur que les gens font, c'est que soit ils vont rentrer dans une phase de je vends, mais après ça, quand c'est le temps de livrer la marchandise, j'ai plus le temps de vendre. Parce que je suis juste en train de servir. Fait que, mettons, le massothérapeute est au téléphone, il fait de la prospection, puis là, waouh, j'ai booké ma semaine prochaine, j'ai plein de clients. Mais la semaine d'après, pendant qu'il masse, il n'est pas en train de vendre. Fait que la semaine d'après, oh mon Dieu, j'ai pas de clients, il faut que je retourne au téléphone. Fait qu'il peut se créer facilement des patterns. D'où le marketing. Alors, je te laisse poursuivre, mon asti de savant. Vas-y. Donne-nous la vérité, Jésus. On se rappelle, tu voulais pas le faire, ce podcast-là, aujourd'hui. Ben, finalement, je trouve ça intéressant, Guillaume. Je suis content d'être sur le podcast. Laisse-moi m'exprimer. Non, Tu vas-y. voulais-tu ajouter quelque chose? Non. Je te laisse toute la place. Mais oui, je parlerai tantôt. Jase, là, c'est ton moment. Shine bright like a diamond. Ça, c'est comme ta blonde qui dit « Non, non, c'est correct. » Non, mais dis-moi là. Non, non, c'est correct. Fait que là, t'es C'est comme beau. moi, mais c'est pas correct. Fallait tes affaires, ça me dérange pas. C'est ça. Ça va me faire plaisir, je vais être tout seul. Vas-y, marketing. Fait que marketing, en fait, c'est de. C'est de prendre ce qu'on a fait en vente, puis d'utiliser le média pour vendre avec nous, dans le fond, puis souvent de faciliter la vente. Donc, notre fameux massothérapeute, une fois qu'il utilise Qu'est-ce qu'il y a, notre masso? une fois qu'il utilise le média, donc le marketing, pour attirer des gens vers lui, ce qui se produit, c'est qu'il a moins besoin d'être au téléphone pour faire de la prospection. Ça veut dire que pendant qu'il masse, il y a des leads aussi qui rentrent. C'est ça qui est le fun avec le marketing. Puis c'est pourquoi c'est la deuxième étape, c'est que justement, quand il faut que tu livres ton service, ton produit, ton whatever, puis que là, si c'est un produit, il faut que tu te sources, il faut que tu trouves le produit, il faut que tu le construises, il faut que tu fasses le brevet, il faut que tu shippes, il faut que tu gères l'inventaire. Puis là, ça me prend une équipe. Fait que là, tu sais, il y a comme tout un livrable à créer, mais tu veux pas que les ventes arrêtent. Fait que c'est pour ça qu'on prend ce qui a fonctionné avec les ventes en one-on-one, puis on l'amène dans le marketing en one-to-many, puis on utilise le média avec le marketing pour utiliser différents canaux de communication pour attirer des leads vers nous, dans le fond. Puis sais-tu quoi? Je pense que... Parce que quand tu dis médias, je pense à médias sociaux, je pense à création de contenu et évidemment, on est à l'ère des capsules vidéo, des posts, des ci, des ça, des reels. Si j'avais à recommencer une business de zéro en ce moment, là, je ne perdrais pas mon temps à essayer de faire plein de petites capsules vidéo dans le but de me croiser les doigts pour que des gens accèdent à ces vidéos-là.
Parce que l'attention sur Internet est subdivisée en des millions de créateurs de contenu qui essayent d'avoir de l'attention et la création de contenu via les réseaux sociaux en ce moment est principalement vue par les gens déjà abonnés, pas nécessairement par des nouvelles personnes. Donc, je crois que si je recommençais à zéro, je commencerais par créer des pièces de contenu qui sont remarquables. Tu sais, exemple, je suis massothérapeute, là. Je ferais une capsule vidéo extrêmement riche en connaissances sur, par exemple, les 5 raisons principales de pourquoi les gens vont constamment avoir une douleur récurrente, mettons un torticolis qui revient, une douleur dans le bas de dos qui revient, et quoi faire pour éviter que ça revienne déjà sans même se faire masser rien. Et là, cette vidéo-là, qui est ma première pièce de contenu remarquable, quand quelqu'un a des douleurs et il la regarde, il se dit « Wow, c'est tellement hot, ça fait longtemps que j'ai ça, j'ai fait son truc, ça a fonctionné. » Donc, j'ai une curiosité envers ce professionnel-là. J'ai envie de savoir c'est quoi la prochaine chose avec laquelle il peut m'aider. Donc là, quand on tombe dans la deuxième vidéo qui est voici les 5 aliments, par exemple, inflammatoires qui peuvent créer des grosses douleurs dans votre corps. Puis vous avez... OK, inflammatoire, OK. Par exemple, exactement. Fait que voici les 5 aliments à éviter que tout le monde pourtant mange sans se rendre compte à quel point ça a un impact nocif sur la santé. J'écoute la vidéo, je me dis « Wow, c'est vrai, je mange ça. » J'arrête de les manger. J'ai tellement des belles améliorations. Ça a pris 2 pièces de contenu, puis j'ai envie d'écrire au masso pour lui dire « Hey, merci tellement pour genre l'impact que tu as eu dans ma vie. Comment ça fonctionne pour faire affaire avec toi? » Puis à la limite, tu as un Instagram avec 2 vidéos comme ça, et là, tu mets de l'argent sur ces vidéos-là parce qu'ils sont bons. Fait que tu te dis, je veux les amener devant plus de gens, alors je paye pour que des gens les voient. Tu payes, tu as un retour. C'est ça le principe de la publicité. Tu mets une vidéo en ligne, t'espères, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Bonne chance. Pige-toi des trèfles à 4 feuilles, puis je sais pas trop quoi, achète-toi un lapin, enlève-y les pattes, faites pas ça, c'est pas gentil. Mais tu sais, c'est vraiment une question de chance rendue là. Vois-tu, là, moi, je reviens au début qu'on disait est-ce que tu referais les choses de la même façon? Puis moi, dans le fond, j'ai eu une première phase avec les chiropraticiens. Puis après ça, j'ai eu une deuxième phase. Ma deuxième phase a été avec, on dit, autre entreprise. Donc, où j'ai ouvert mon marché au-delà des chiropraticiens. Puis quand j'ai commencé avec les chiros, la première étape que j'ai faite, c'est que j'ai organisé une formation et j'ai contacté un à un les chiropraticiens que je connaissais. Et j'ai eu 16 personnes qui m'ont dit « Ah ouais, je vais y aller faire ta formation. » Fait que là, ça a été mon premier win. Puis à la fin, j'ai dit « Ben oui, je peux vous accompagner si vous voulez. » Puis là, j'en ai eu comme 4 ou 5 qui m'ont dit oui. Fait que là, c'était mes premiers clients en accompagnement. Puis après ça, quand il est venu le temps de... Justement, là, on faisait des formations. Puis là, j'avais comme atteint mon réseau. Mon concept était prouvé. Là, j'ai fait on appelle ça un lancement orchestré, tu sais, qui était une pièce... Dans le fond, c'était 3 pièces de contenu remarquable, là, pour être franc, là, même 4. C'était 4 vidéos qui se suivaient, là, tu sais, lancement orchestré. Et on a roulé ça pendant, si je ne me trompe pas, c'est 10 ventes de formation. Puis on faisait rien d'autre, là. Aucun autre contenu, aucun rien. On drivait de la pub vers ces pièces de contenu-là. On remplissait notre formation. On vendait nos services en agence. Puis on a fait ça 10 fois avec les mêmes pièces de contenu. Et fait que ça, c'est la preuve que ça fonctionne. Puis après ça, quand j'ai ouvert au réseau, à d'autres réseaux, j'ai pris le même contenu que je faisais pour les chiros. Je l'ai retapé. J'en ai fait un e-book. Je l'ai distribué genre à 25 000 personnes. Je faisais de la pub, faire mon e-book. Puis c'est ça qui m'amenait des clients. Fait que c'est fou des fois de penser à quel point les gens... Premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à l'écoute qui vont entendre ça puis qui vont se dire « Ah mon Dieu, ouais, je devrais tellement faire de la pub dans le fond. » Mais tu vas pas en faire de pub parce que ça fait des années que tu te dis que tu devrais en faire puis t'en feras pas plus. Fait que genre, moi te le dire, là, lève ton... Genre, va faire... Puis tu sais, pas n'importe comment, là, mais comme prends un avant-midi. À la limite, si tu peux pas engager en ce moment, prends un avant-midi, forme-toi. T'as pas besoin tant que ça de... C'est rendu tellement bien fait, les gestionnaires de médias, de publicité, tout ça. C'est très intuitif et c'est fou de se priver de cette opportunité-là, alors que, comme tu dis, 10 lancements de suite en envoyant du trafic vers les mêmes séquences vidéo. Puis pendant ce temps-là, là, combien de personnes, mettons, ça fait 2 ans qu'ils publient avec régularité sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, ça lève pas, sont à bout, ils mettent du temps, ils mettent de l'argent dans les vidéos. Puis le pire, c'est ça, c'est qu'ils mettent de l'argent dans leurs vidéos, souvent, de l'argent pour le logiciel pour sous-titrer, soit du monde en studio, whatever. Puis au final, ça donne-tu vraiment des résultats?
Puis, tu sais, si tu penses comme il faut, là, c'est là où ça va être un peu un hybride qui va nous mener vers la prochaine étape. Mais si tu réfléchis bien à tous tes systèmes, incluant ton offre en tant que système, qu'est-ce qu'elle est. Par exemple, l'offre des Kiro que je te parle, notre modèle, c'était super simple. Pub, qui menait vers une pièce de contenu remarquable, qui menait dans une formation d'un week-end. Puis à la fin d'une formation d'un week-end, on disait, by the way, si vous voulez les services qui vous permettent d'exécuter ce qu'on vous a enseigné, on a un programme. Puis ce programme-là, ben, je l'avais réfléchi tout de suite pour que ce soit récurrent. Donc, c'est un mensuel. Et on parle de 3 à 600 mensuels. Là. Et la première fois qu'on a fait cette offre-là, il y a 9 clients qui nous ont dit oui. Sur, mettons, je pense qu'il y avait 20 personnes dans la formation, il y en a 9 qui nous ont dit oui. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'avais rien de fait. Donc, je venais de vendre 9 contrats annuels à des Kiro pour faire leur site web, leur courriel, leur pub et tout que je n'avais jamais fait pour eux. Fait que là, je me suis démerdé, on a réussi à le faire. Mais ce qui est drôle, c'est que sur les 9, il y en a encore 6 aujourd'hui que là, j'ai vendu hier, mon agence, officiellement. Et il y en a 6 des 9 premiers qui sont encore là aujourd'hui. Et on parle depuis 2012. Incroyable. Fait que, si tu réfléchis bien à tes offres après, puis que tu deviens meilleur, puis tu penses à la récurrence, puis une couple de concepts qu'on va parler tantôt, c'est fou à quel point ça peut te payer longtemps. Là. Puis c'est aussi de s'enlever de la tête que le niveau de revenu qu'on va être capable d'aller chercher est quand même corrélé au niveau de compétences puis de ce qu'on est capable d'apporter comme résultat. Fait que quand je pense au Manu de justement 18 ans qui fait du coaching gratuit, 19 ans coaching gratuit, 20 ans coaching gratuit, 21, je me prends pas pour de la marge, je charge 20$ de l'heure. Tabarouette, mon chum, let's do this! Ouais. 22, 20$ de l'heure. Après ça, l'année d'après, je double mon prix comme un psychopathe, 40$ de l'heure. Et là, je me fais lancer des rushs par mes clients à 20$. Hey, franchement, crime, tu sais. Puis, progressivement, 60, 80, 100, 125, 200, 450, ainsi de suite. Puis ça continue de monter tout le temps depuis ce temps-là. Mais c'est parce que la qualité de ce que je suis capable de faire et les retours sur investissement pour ces gens-là sont vraiment différents. Ben oui. Tu sais, j'ai un client, justement, qui il me racontait que son chiffre d'affaires, on a eu 4 rencontres ensemble. Puis littéralement, tu sais, là, la personne, elle avait gagné un concours. Fait que, comme, félicitations à elle. Mais normalement, pour les 4 rencontres, par exemple, ça aurait coûté autour de 4 000, quelque chose comme ça. En 4 rencontres, son chiffre d'affaires est passé de 25 000 par mois à 50 000. Fait que même si cette personne-là mais avait payé 12 000 les 4 rencontres, là, c'est quand même un retour sur investissement. Mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis capable de retransmettre des stratégies puis des connaissances à la hauteur de ces résultats-là. C'est parce que moi-même, j'ai pas eu peur d'aller investir des gros montants avec certaines personnes qui font de la grosse argent en Europe, aux États-Unis pour être... Tu sais, tu penses-tu justement, puis je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, là, il y a beaucoup de monde, justement, qui, au début, sont boulimiques de formation. C'est juste, je veux acquérir des connaissances, je fais un mastermind par-ci, mentorat par-là, puis éventuellement, tu arrives dans une phase où tu veux arrêter de juste apprendre puis tu veux exécuter. Mais tu crois-tu à ça, le fait qu'il faut toujours que tu investisses plus, de plus en plus pour aller chercher des plus hauts niveaux, si on peut dire, d'information? Oui. En fait, oui, les plus hauts niveaux d'information, mais encore, c'est un autre sujet de ce qu'on est en train de parler, mais aussi un niveau de conviction. Dans le sens où, si tu n'as jamais payé, allons-y pour 25 000, OK? Comment est-ce que tu vas arriver à charger 25 000 à quelqu'un? Tu n'as aucune idée de ce que c'est les implications, tu n'as aucune idée c'est quoi le réel engagement derrière ça, la peur que la personne va vivre et tout. Puis tu sais, probablement qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Mais non, c'est pas vrai, moi je suis arrivé à le faire. » Puis ça se peut, là, tu sais. Mais moi, en tout cas, c'est arrivé dans mon expérience que le niveau que j'ai été prêt moi-même à investir a toujours été corrélé au niveau que moi j'étais prêt à demander après. Vraiment, ça a été un des points très clairs pour moi. Tu penses-tu que, puis tu sais, là, parce que c'est drôle, j'ai vécu une situation en 2020, à un moment donné, il y avait 2 clients la même journée qui m'ont donné du feedback. OK? Un de ces clients-là était dans un groupe de coaching à paiement mensuel qui était 20$ par mois. L'autre client était dans un programme de formation de 7 semaines qui coûtait 7 500. Fait que c'est un peu plus, environ 1100 par semaine sur 7 semaines. La personne qui a fini le programme à 7 500 m'a dit « Sérieusement, Manu,
tu n'es pas conscient de ta valeur, tu devrais charger vraiment plus cher. J'aurais payé 10, 12 000 ce programme-là. Ça a changé ma vie, c'était hallucinant. Et l'autre personne me dit, ouais, Manu, je pense que je vais quitter le groupe, on dirait que c'est un peu trop cher. 20$, 7005, 2 commentaires, 100% à l'opposé. Fait que mon point par rapport à ça, c'est que il va toujours. Il n'y a rien en vie qui est cher, il n'y a rien en vie qui est pas cher. C'est toujours une question de la perception qu'ont les gens en fonction de eux, la valeur qu'ils accordent à quelque chose. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, tu leur dis, hey, je sais pas. Tu sais, il y a du monde que quand ils vont à l'hôtel, ils achètent des chambres, ben, ils louent des chambres, c'est 1500 la nuit. On s'en va à Montréal, OK, 1500, let's go, le Saint-Germain, le Ritz, whatever. Puis il y a du monde que, oh mon Dieu, je paierais jamais au-dessus de 150 pour une chambre. Ouais. Mais c'est le même besoin, c'est de dormir, d'être en sécurité l'espace d'un instant. Mais essayez pas de convaincre la personne de 150 que ça vaut 1500 une nuit. Ouais. Puis essayez pas de dire à la personne de 1500 une nuit que c'est pas grave si l'hôtel à 150. Ouais. Fait que, est-ce que tu penses, puis ça amène à ce qu'on observe dans le marché aujourd'hui, que tout le monde veut faire du high ticket, tout le monde veut targeter les riches, tout le monde veut targeter les entrepreneurs. Mais tu dirais quoi, puis je sais que je m'écarte un peu du sujet, mais tu dirais quoi justement au monde qui se disent, ouais, mais moi, je veux pas embarquer là-dedans. Je veux pas charger cher. Je veux pas aller dans le premium. Je veux pas aller dans les gros prix. Tu sais, je veux servir le monde, justement, qui en ont moins d'argent ou des. Ben, dans le fond, ça touche quand même beaucoup une portion du marketing là, qu'on pourrait appeler le ciblage ou la segmentation. Pour vrai, moi, je suis pour trouver le juste prix pour la clientèle qu'on cible. Tu sais, j'ai accompagné une entrepreneur pendant un bon bout de temps, puis on a même fait des bouts de partenariat ensemble. Puis je me voyais vraiment pas comment qu'on pouvait charger plus que 300 pour cette clientèle-là. Qui était une clientèle féminine de masse, là, tu sais, des lectrices du secret, là, tu sais, on va dire ça comme ça, là, OK? Puis j'ai un grand respect pour ces personnes-là, puis tout ça, mais c'est pas des personnes qui vont être habituées. Ils vont prendre clairement la chambre d'hôtel sur Groupon, tu comprends? À rabais, là, tu sais, puis ils iront pas souvent à l'hôtel parce qu'ils peuvent pas tant se le permettre, la plupart d'entre elles, du moins, tu sais. Fait que pour ce segment-là, c'était parfait d'avoir un prix comme ça parce qu'il y avait un gros volume. Alors que si tu prends, ben, comme nous deux, tu sais, on a une compétence, une réputation, ça fait longtemps qu'on est là, on a des résultats, des centaines et des centaines et des centaines de gens qui backent nos résultats puis notre impact. Le prix juste, ce n'est pas d'avoir un accès. Tu sais, c'est pas ça le prix juste. Le prix juste, c'est de charger ce qu'on vaut, qui est plusieurs milliers de dollars dans la plupart des circonstances, tu sais, des contextes. Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans de trouver le prix juste. Puis le high ticket ou le premium qui dérange, c'est encore une fois, on revient à l'imposteur, c'est celui qui livre pas la valeur derrière. Là, on a un problème, tu sais. Oui, parce que c'est vrai que tu sais, j'ai déjà payé 2500, exemple, pour une formation, puis j'ai trouvé que c'était cher parce que ce que j'ai reçu, dans ma tête, ça ne le valait pas, alors que des fois, j'ai payé 18 000 pour une formation d'une semaine, par exemple, puis j'étais comme, mais mon Dieu, ça a complètement changé ma vie, ma business. Fait que c'est comment tu fais pour évaluer justement la valeur de ton offre? Parce que surtout, là, on parle aujourd'hui plus à ceux qui sont en démarrage. Ouais. Tu sais, tu commences dans ton domaine. Là. Comment Ouais. tu fais pour établir ta valeur? Ben, dans le fond, il y a deux approches. Il y a par le coûtant puis la valeur. Donc, par le coût ou la valeur. Puis c'est ça, Danny Vachon, qui était dans notre appel, lui, un des premiers points qu'il a dit, c'est je fais l'analyse du coûtant. Donc, il y avait trois choses qu'il analysait. Mais entre autres, le deuxième, c'était le coûtant, c'est-à-dire, lui, il trouve un produit qui coûte vraiment pas cher, qui est capable de bonifier la valeur, soit avec le brand, soit avec le message, soit avec une valeur supplémentaire ou juste une valeur perçue déjà par les gens. Puis, il va aller chercher sa marge comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est comme l'approche du coût. Donc, ça nous coûte combien livrer le truc? Puis, c'est quoi la marge qu'on veut? Puis, à ce moment-là, on établit la valeur, le prix de vente. Puis c'est quoi par rapport au coût, justement? Il y a beaucoup de personnes qui oublient d'évaluer le coût du temps. Ouais. Tu sais, c'est exemple, si tu te dis, ben fine, moi, j'achète des stylos à 2$, je les revends à 3$. T'es comme, waouh, j'ai une pièce de profit par stylo. Non, non. Combien de temps ça te prend à les chercher, les faire livrer? Combien de temps ça te prend trouver le monde? Combien d'argent il faut que tu investisses en pub pour réussir à. Fait que finalement, quand tu as passé des grosses marges, après toutes les dépenses connexes, puis à un moment donné, tu vas te faire aider par un employé, quelque chose comme ça, tu t'as juste
plus de marge. Tu as une plus grosse business, mais tu n'as pas plus d'argent. Ouais, puis la quantité de fois où moi j'ai dit à des personnes, ton modèle économique, il n'est pas viable. Mhm. Parce que, mettons, même en service, c'est encore quasiment pire. Parce que, OK, mettons, les gens vont pricer, je sais pas moi. Mettons, tu demandes à quelqu'un combien tu veux faire avec ta business. OK, je veux faire 250 000, mettons, dans 2 ans. Tu sais, on parle de démarrage ici, là. OK, je veux faire 250 000 dans 2 ans. Parfait. OK, puis là, tu vas charger combien pour ton coaching, whatever. Puis là, ben, mettons, la personne a dit OK, je vais charger 100$ de l'heure, mettons, ou 50$ de l'heure. Tu sais, puis là, tu fais le calcul, puis là, tu divises. Puis là, j'ai pas le calcul en tête, Ben, mais 50 semaines de travail dans une ouais, année à 40 heures par semaine, ça fait 2000 heures de travail dans l'année. À 100$ de l'heure, ça veut dire que tu ferais 200 000 dans c'est ton ça. année. Mais tu coacheras jamais 40 heures par semaine parce que tu vas être brûlé raide puis tu voudras plus jamais coacher de ta vie. Tu sais. Exact. Fait que mettons que tu en fais 20, tu tombes à 100 000 par Et voilà. année. Fait que là, la personne est comme ah, mais je veux gagner 250. Oui, mais c'est pas viable, c'est pas possible, c'est pas économiquement, ça se peut pas. Fait que tu sais, là, faut que tu joues avec le nombre d'heures possible, faut que tu mettes du levier humain, c'est-à-dire faut coacher plusieurs personnes, faut que tu joues avec ton prix, donc le levier d'argent. Faut peut-être que tu utilises la technologie pour canner des choses puis faire moins d'heures. Là, faut que tu joues avec ton offre pour être capable de livrer plus ou l'équivalent en valeur, mais avoir un prix qui demeure, bref. Puis je pense que, tu sais, si je peux en profiter pour faire une parenthèse d'une Mm. erreur que je vois beaucoup de gens faire quand ils se lancent en affaires, surtout dans les entreprises de services, c'est qu'ils pensent toujours que pour augmenter la valeur de ce qu'ils font, ils doivent mettre plus de leur temps dans le Mm. business. Tu sais, mettons, je sais pas, quelqu'un se dit, OK, ben moi, je vais faire plus d'argent, je vais faire plus d'heures avec mes clients, Mm. ou je vais leur offrir la possibilité de m'appeler quand ils veulent pour des Mm. conseils supplémentaires. Mais à chaque fois que tu agis comme ça, tu te lances dans une trappe inévitablement. Mm. Tandis qu'il y a tellement d'autres moyens d'ajouter de la valeur sans que ça passe par notre temps. Et c'est ça, entre autres, que des entrepreneurs en série, un peu comme Danny partage, c'est que il y a, le branding peut faire une différence, mais il y a toujours moyen de faire en sorte que la valeur provienne de quelque chose d'externe à soi. Puis c'est drôle parce que justement, avec mes clients, m'amener dans un groupe, je leur disais, tu sais, souvent on a peur de déléguer parce qu'on veut pas que la Mm. valeur diminue. Fait que là, je leur disais, hey guys, si jamais c'était plus moi qui vous coachais dans ce groupe-ci, mais c'était quelqu'un d'autre que j'engageais à la place, est-ce que vous seriez déçus? Puis là, les réactions normales des gens, c'est quoi? C'est ben oui, Manu, parce que nous, c'est pour toi qu'on. Tu sais, c'est ton expertise qu'on Mm. veut, c'est pour ça qu'on paye, on veut tes conseils business, on veut ton approche, tu sais, Mm. t'as ton humour en quelque sorte, puis tout ça. Je dis, ah, c'est dommage parce que moi, c'est Elon Musk que je vous aurais amené comme Mhm. coach d'affaires à partir de la semaine prochaine. Puis là, il y a un gros silence parce que tout le monde réalise que, OK, finalement, on aurait peut-être. Ça ne dérangerait peut-être pas que ce soit Elon, notre coach Mhm. business, au lieu de Manu, tu sais. Mm. Mais souvent, on a l'impression que quand on donne à quelqu'un d'autre les responsabilités d'offrir la qualité du produit ou du service, c'est comme si dans notre tête, automatiquement, ça va être moins bon parce que Mm. quand on se lance en affaires, on pense qu'il faut que ce soit nous. C'est moi qui vais gérer les finances, c'est moi qui vais gérer les ventes, c'est moi le meilleur à mon marketing, c'est moi le meilleur dans mes process, c'est moi le meilleur avec ma clientèle. Ouais. Mais c'est pas le cas, justement. Il faut apprendre qu'il y a des gens extraordinaires qui s'y se focusent vraiment sur une tâche, ils vont apporter les résultats qu'on est capable Ouais. d'apporter et même mieux. Là. Ouais, exact. C'est le cas de mon adjointe, entre autres, là, qui a des forces que j'aurais jamais de ma vie. Puis elle fait tellement de choses mieux que moi, puis je trouve ça extraordinaire. Puis c'est pour ça que je l'ai engagée. Puis la même chose, elle, il y a des choses que moi je fais qu'elle fera jamais. Elle fera jamais de sa vie. Fait que là, si on revient dans nos Yeah. steps, là, on a vendre quelque chose à quelqu'un, donc la vente. Après ça, faire du marketing, donc utiliser le média principalement pour communiquer et vendre, puis ne pas avoir à s'impliquer toujours en one-on-one. Puis finalement, dans le fond, la troisième étape, pas finalement, mais la troisième étape que moi je vois, c'est ce que moi j'appelle la systématisation. Donc, de faire ces processus, autant pour nos futurs employés, tout ce qu'on fait en ce moment qu'on veut éventuellement déléguer, utiliser plus de technologie encore dans notre marketing, dans le onboarding des clients lorsqu'ils signent. Bref, c'est de vraiment systématiser le plus possible avec la technologie, avec le média, avec nos investissements financiers. C'est de vraiment mettre plus de système dans notre business. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent pas le temps de le faire. Mm. Fait qu'éventuellement, quand tu grandis la business, donc tu grandis le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le nombre de clients, mais que tu prends pas le temps de mettre des systèmes en place, Mm. non seulement tu peux pas vendre ta business parce que tu peux pas vendre si tu n'as pas de système et de procédure en place. Deuxièmement, ça manque de prévisibilité au niveau des résultats. Mm. Puis troisièmement, éventuellement, tu te ramasses tellement overwhelmed parce que c'est toi qui tiens chacune des cordes de l'entreprise, chacun des départements à bout de bras. Mais là, tu en as tellement
que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on fait un moins bon suivi de la clientèle, moins bon contrôle de la qualité, puis on se ramasse à être obligé souvent de shrinker la business, puis c'est là qu'il y a du monde qui vont laisser partir des employés, prendre des mois de restructuration, des grosses pertes de profit, des choses comme ça, alors que ça pourrait être évité. Puis tu sais, c'est un peu le principe du AB que je dis tout le temps à nos clients. Mm. N'essaye pas de bâtir ton gros système complexe tant que tu n'es pas prêt à faire ton système AB super simple, répétitif, de manière structurée, simplifiée, pratiquement automatisée. Puis là, OK, agrémente ce système-là qui est solide de base, Mm. mais pas the other way around. Là. Puis c'est super important de ne pas être. Moi, dans le fond, là, pendant des années, j'entendais parler de système, puis de systématisation, puis de processus, puis ça. Puis pour vrai, là, j'étais. À un moment donné, je me disais, mais tout le monde parle de ça, mais personne ne me montre comment. Puis à un moment donné, ben, j'ai compris que c'est vraiment pas si compliqué, que la plupart des processus vont être soit en vidéo, littéralement faite de même avec un cellulaire, soit un screen capture, ou soit à l'écrit dans un document. Puis pour vrai, j'en ai fait littéralement dans des calls clients, moi, à un moment donné, des systèmes. OK, parfait. Regarde, je pars l'enregistrement Zoom, là, puis on va les faire, tes processus que tu dis que tu n'es pas capable de faire. Parfait. Fait que là, il faut que tu shippes telle affaire, là. Parfait. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Là, la personne, elle me l'explique. Parfait. C'est quoi ta première étape? Ben, elle donne l'étape. C'est quoi la deuxième étape? Elle donne l'étape. Puis après ça, là, tu coupes ça, tu mets ça dans un dossier, tu as ton système. Dans le sens où tu peux maintenant dire à un humain, voici le lien, fais-le. Puis ça y est, tu as un système qui utilise un humain, mais c'est un système quand même. Puis là, des systèmes comme ça, des procédures, des processus, peu importe le nom, les SOP, peu importe le nom qu'on utilise, c'est ça, des systèmes. C'est qu'après ça, ton entreprise est une série de systèmes qui peut rouler sans toi. Il y a énormément d'autres étapes ensuite, puis des façons de bonifier chacune des étapes dont on a parlé. Tu sais, on n'a pas parlé tant que ça des stratégies de marketing, des Non. stratégies de vente, tout ça. Arrangez-vous. Ouais, c'est ça, bonne chance. Mais je sais pas, on est rendu à combien de temps pour cet épisode-là, mais je considère que c'est assez déjà jam-pack C'est assez? T'es tanné? Mais oui, je suis tanné. Non, je suis pas tanné, mais c'est comme. Je sais que des fois, Ouais. quand on donne trop d'infos dans une Ouais. même brève période de temps, on passe. Tu sais, sûrement que le monde, depuis le début de l'épisode, il y a eu plein de moments où ils se sont dit Oh my god, ça c'est tellement vrai, ou Ouais. ah, c'est vrai, je réfléchis pas de même, je devrais peut-être faire Ouais. ça. Puis si on continue dans cette voie-là, chacun des bons conseils ne va devenir que du bruit finalement dans un océan de pensée. Mon Dieu, suis-je un poète? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu sais, ça va finir par ne pas donner de concret. Ouais. Fait que j'inviterais le monde à peut-être. Moi, je peux peut-être donner juste la. Sans aller au creux, là, parce que là, on n'a pas parlé d'équipe et d'humain. Fait que je peux Mon peut-être Dieu. juste dire que. Oui, vas-y. Ouais, ben, j'y vais. Non, vas-y. OK. C'est que après ça, une fois que tu as tes ventes qui ont été réglées, ton marketing qui génère des leads puis des clients, que tu as systématisé tes choses, ben là, tu es prêt à accueillir beaucoup plus d'humains dans ton écosystème. Puis c'est là où c'est vraiment développer le rôle de leader, puis de gestionnaire, puis de whatever, que là, c'est ça la prochaine étape, qui est pas mal le challenge commence là. Puis même quand tu es rendu un bon leader puis un bon gestionnaire, créer des processus de comment tu fais pour être un bon leader puis un bon gestionnaire. Parce qu'éventuellement, tu sais, il y a des techniciens dans le business, il y a des managers dans le business, puis il y a le CEO, l'entrepreneur, le visionnaire. Puis, tu sais, plus tu as du monde dans le team, plus tu le sais. Exemple, au début, ta business, c'est quoi? T'aimes cuisiner des biscuits. Fait que là, tu fais des biscuits, tes amis ils te disent Hey, ils sont bons tes biscuits, t'as-tu déjà pensé à avoir une business? Puis là, t'es comme je pourrais essayer. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes avec tes sacs de biscuits, t'en vends un peu, ça marche bien. Mais là, éventuellement, la demande est tellement forte que là, tu te dis je vais demander à mon voisin Timmy il s'appelle Timmy, je sais pas pourquoi, mais c'est un nom de vendeur de biscuits. Timon, Pumba. Non, ils sont en Afrique. Timmy. Ils mangent pas. C'est un facochère, premièrement. Je pense pas que ça mange des biscuits. Là. Okay. Mais on parlera de ça dans le prochain épisode. Super intéressant. Fais-moi penser de ne pas oublier ce détail-là. Merci, Guillaume. Donc, là, Timmy, qui est un humain, esti, vend des biscuits. Puis il fait des biscuits aussi, mais là, éventuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, la demande grossit tellement que là, il faut que tu aies non seulement une autre personne qui fait des biscuits avec toi, mais là, il faut que tu aies une autre personne qui fait de la prospection, puis tout. Puis là, éventuellement, tu as de moins en moins de temps pour faire des biscuits parce que tu deviens la personne qui gère l'équipe. Fait que là, tu te ramasses que ce que tu aimais, c'est faire des biscuits pour toi-même, pour ton pur plaisir. Et là, tu n'es plus un gars qui fait des biscuits, tu es rendu un gestionnaire d'entreprise de biscuits. Puis là, tu te demandes, voyons donc,
À quoi bon tout ça? Parce que J'aime même plus mes biscuits. j'aime même plus mes biscuits, j'en fais plus, c'est tellement de stress, faut que je gère une équipe, c'est une garderie, non, non, non. Fait que plus vite possible, tu dois quitter ce rôle-là de manager en plaçant quelqu'un à ta place qui est capable de faire les tâches pour gérer la team et revenir dans ton rôle de CEO, de visionnaire, qui va être capable de dire, OK, pour que cette entreprise-là fonctionne sur le long terme, voici où est-ce qu'on doit aller, voici où est-ce qu'on doit l'amener, les partenariats qu'on doit créer, les stratégies de marketing qu'on doit mettre en place. Tu sais, bref, posez-vous la question, est-ce que dans ma business en ce moment, je suis quelqu'un qui contribue à faire rouler la business, à faire vivre la business, ou dans mes tâches, je sens que je fais grandir l'entreprise, je l'amène ailleurs, je la peaufine, je l'améliore. Et c'est pas rare qu'après une certaine étape, le 2, 3, 4 ans en affaires, on se rend compte qu'on est juste quelqu'un qui réussit à faire en sorte que ça roule bien, mais ça s'en va nulle part de plus grand ou de plus beau, ou qui va nous rendre plus libres finalement. C'est drôle l'exemple que tu as donné, c'est ma petite Rosie, 11 ans. Tu savais qu'elle fait des biscuits? C'est vrai? Oui. Mais proche du burn-out. Oui, c'est ça. Prépare-la. Non, mais j'ai demandé dernièrement, elle disait, papa, j'aimerais ça faire plus d'argent cet été. Puis dans le fond, elle fait des biscuits, elle les met dans la pratique à ma blonde, OK. où il y a des patients qui passent. Puis ils peuvent acheter Ils ça. achètent ça. Fait que là, la petite, elle fait le soir des biscuits. Elle met ça le lendemain matin. À la fin de la journée, papa, maman, j'ai-tu fait de l'argent? Ma blonde, il donne 20$ de même. Fait qu'elle va à l'école, elle arrive, yeah, j'ai fait 20$. Oh my Là, God. cet été, elle disait, je veux gagner de l'argent, papa. Fait que j'ai dit, crime, tu sais, t'es un entrepreneur de biscuits. Je fais des biscuits à tous les jours que maman travaille. Puis là, après ça, ben là, il faut faire qu'elle ait une équipe, puis ses Ben non, mais amis. elle puis a là- son petit frère Bastien C'est qui ça. sert à rien en ce moment, parce qu'il a 6 ans. tu D'ailleurs, sais. il veut participer. Ben c'est ça. Fait qu'imagine, elle, On va elle peut-être être pourrait. plus farineux un peu. Ben, tu sais, elle a la chance quand même d'avoir une main-d'œuvre assez cheap Ouais. labor. Là. Fait que je Ouais. pense que si Rosie elle délègue à Bastien Ouais. la création de biscuits, puis elle fait juste collecter le cash à la fin de la journée, elle s'occupe Ouais. du branding du pot, de la jarre, tout ça. Ouais. Il y a de quoi, là? Là, j'ai même parlé avec elle. OK, puis mettons qu'on achèterait d'autres affaires, puis qu'on ferait une petite étagère. En tout cas, c'est un autre Avais-tu discussion. des parts dans notre business, ta fille? Ouais, c'est juste ça. comme... Elle n'est pas prête encore. Non, c'est... Bref, mais très bon épisode. Ouais. Good job. C'est bon l'exemple avec ta fille, puis je suis sûr qu'elle a une business qui est mieux structurée que bien du monde en ce moment qui nous écoute. Ben oui. En fait, c'est que moi, je me suis tellement planté à travers le temps que là, je suis capable de dire, OK, ma petite chérie, voici les prochaines étapes. Ouais, très fort. Ouais. Qu'est-ce que tu dis pour célébrer une business de biscuits qui fonctionne bien? Et pépite, hurrah! Sur cette blague qui nous a valu de perdre la moitié de nos abonnés, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que ça vous a apporté de la valeur. Et comme Ouais. d'habitude, n'oubliez pas, laissez un 5 étoiles si vous avez apprécié l'épisode et laissez un 5 étoiles quand même si vous ne l'avez pas apprécié, mais comme une espèce de blague pour nous narguer. Donc 5 étoiles dans tous les cas. On aime lire vos commentaires. On aime ça aussi que vous partagiez l'épisode. Propagez la bonne nouvelle. Si on peut aider ne serait-ce qu'une personne à s'éviter de se péter la tête dans le mur de l'entrepreneuriat, on va pouvoir se dire mission accomplie. Et si vous voulez un studio comme le nôtre, avec une gang vraiment cool, venez voir la gang de Create You Productions. Yes, par contre, si vous voulez apprendre à parler un bon français, c'est surtout pas Guillaume Bareil qu'il faut aller voir. Merci à tous. Alors malheureusement, aujourd'hui, on a encore été avec Manu Lemire. Tiens, je me venge. Bye Guillaume, va te coucher.